Alors ici, nous supposons que les 2 barres sont en acier. Mais seulement au départ, ceci était en acier, les 2 étaient en aluminium. Alors, ici, j'insiste encore, nous avons considéré le même matériau pour les 3 barres. Le même matériau, c'est l'acier. C'est pourquoi nous avons mis AS dans la section de l'acier, le module de l'élasticité de l'acier. La même chose encore de l'autre côté. Alors, cette résolution est plus facile pour déterminer le déplacement delta 1 et delta 2. C'est plus facile. Juste l'application du théorème de Castigliano dans la théorie de l'énergie de déformation. Vous allez déterminer le tout. Donc, c'est la théorie qu'on a vue précédemment dans le point 6. On a vu ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La théorie maintenant vous impose, après avoir déterminé le déplacement, la théorie vous impose maintenant que il faut avoir une... bien sûr, je dirais, il faut que la force à ce niveau ici, ou les déplacements, le premier déplacement, plus le deuxième déplacement, soit qu'on ait en fait l'erreur qu'on avait dans la barre, l'erreur qu'on avait commis à l'intérieur. Je crois qu'on s'entend très bien. Donc, bien que la théorie semble un petit peu compliquée dans les langages, mais seulement, je répète, la somme de ces 2 déplacements ici doit me donner l'erreur initiale qu'on avait avant. Comme ici, on avait considéré que c'était le même matériau. Là, dans notre exercice du numéro 6, on avait AC ici et C. Les barres inclinées, c'était AC encore et C, c'était en aluminium. De l'autre côté, on avait l'acier. Voilà. Et si il faut considérer que delta 2, comme on a dit, le delta D était le déplacement dans les 2 barres inclinées. Alors, ce qui fait que s'il faut prendre la considération de l'aluminium, on aura et aluminium et A aluminium. Non, comment? En cuivre plutôt, parce que le C désignait le cuivre. Alors, je répète la théorie. La théorie dit ceci. Le principe est que lorsque on a monté les 2 barres, on a fixé les 2 barres, et la 3e barre verticale est fixée avec une erreur d'une valeur A. Et pour déterminer les efforts dans ces 3 barres, ou la contrainte en fait dans la barre considérée, nous nous sommes donnés d'abord d'une valeur de la compression X, un effort de compression qui est là, qui me donne la possibilité de déterminer delta 2. Delta 2 égale à X, L sur 2A, ainsi de suite. Là, nous avons delta 2, nous avons delta 1. Alors, connaissant ces 2 valeurs, pour trouver maintenant les déplacements ou les contraintes, disons les contraintes dans le bar, le principe est que la somme de ces 2 déplacements doit me donner l'erreur qui était au départ. Donc, en fait, je peux l'écrire comme ça. Delta 1 plus delta 2 sera égal à A. Donc, c'est comme ça. Ça sera égal à A. Alors, je peux reprendre maintenant ceci. Ça sera delta 1. Delta 1, c'est XL sur AS et S. Là, c'est le déplacement de la barre verticale, plus le déplacement de 2 barres. Ça sera XL sur 2 AC et C cosinus cube alpha, et ceci doit me donner la valeur de l'erreur qu'on avait au départ, A.
Et là, pour bien expliquer les A, je reviens encore, je l'avais dit au départ, que la barre était mise en place avec une erreur A. Comme l'exemple qu'on avait, la barre, selon les calculs, la barre devrait donner 3 mètres, mais dans le montage, on amène une erreur absolue, bien sûr, de 10 cm. Donc, cette erreur est appelée A. Et lorsque vous faites les calculs des efforts intérieurs de ces barres, X qui était comme effort intérieur choisi dans la barre verticale, la déformation pour la barre verticale plus la déformation des autres barres sera égal à l'erreur A. Alors, ce qui va faire que si vous faites la démonstration de toutes ces formules et vous allez tirer la valeur de X, je vous épargne de la démonstration. X sera égal, c'est une valeur que j'ai déjà trouvée, X sera égal à AS et S divisé par L 1 plus AS et S sur 2 AC et C cosinus cube alpha. Voilà, là vous avez l'effort dans la barre verticale. Vous aurez l'effort dans la barre verticale. Je crois que vous allez comprendre très bien que le principe est plus simple à respecter. Donc vous avez les deux déformations, les deux déplacements, vous les additionnez et ces deux déplacements sera égalisé à l'erreur initiale qu'on avait. Une fois vous avez cette relation ici, tirez la valeur de X, c'est la mathématique pure et simple que vous pouvez faire. Vous tirez la valeur de X, la valeur de X, ça sera la valeur, aura la formule qui est démontrée là-bas. Vous pouvez démontrer et sans problème. Alors, une fois vous avez déterminé l'effort intérieur X dans la barre, je crois que vous pouvez calculer maintenant la contrainte dans cette barre sans problème. Et cette contrainte sera la contrainte initiale. Donc cette contrainte, je crois, vous aurez, du fait que nous avons la barre verticale qui est constituée de l'acier, cette contrainte initiale, que j'appelle sigma I, ne sera rien d'autre que la force divisée par la section. Ça sera comme ça. Là, c'est la contrainte initiale dans la barre verticale. Parce que X était la force dans la barre verticale en acier. Si vous avez besoin de déterminer aussi la contrainte initiale dans le barre incliné, vous n'avez qu'à remplacer X dans l'équation de la déformation, dans l'équation de l'énergie de déformation bien sûr, en application du théorème de Castigliano, vous allez déterminer l'effort dans ces barres inclinées. Vous prenez cet effort divisé par la section AC et vous aurez la contrainte initiale dans le barre incliné. Donc je me dis, ça c'est la contrainte, ici c'est la contrainte initiale dans la barre verticale en acier, je fais ça, acier, et la contrainte initiale dans la barre en cuivre, ça sera comme ça, on aura la valeur, supposons que la valeur dans cette barre en cuivre c'est Y, donc on aura Y sur AC. Et Y aura un rapport avec X. Là, c'est après, bien sûr, la démonstration. Vous pouvez utiliser notre exercice précédent pour déduire les valeurs de X et Y. Et là, ce sont des contraintes initiales que vous aurez à déterminer. Donc, on reviendra avec plus de détails sur YouTube en utilisant des formules comme ça. Et vous allez voir comment est-ce que nous aurons à calculer ceci et ça. Et ces contraintes initiales seront additionnées aux contraintes extérieurement provoquées par la charge extérieure, bien sûr. Parce qu'à ce niveau ici, on avait une charge P qui était appliquée et cette charge a créé une déformation du point O. Et cette déformation a été calculée. Donc vous allez voir que ces deux contraintes initiales et extérieures seront additionnées pour trouver la résultante des contraintes. Donc je crois que c'est de cette manière-là que nous allons évoluer. Là, ce sont des contraintes initiales. Le point 7.2, c'est
nous allons voir les contraintes thermiques. 7.2, c'est le dernier point du chapitre. Contraintes thermiques. Voilà. C'est quoi une contrainte thermique? Vous pouvez prendre, pour ceux qui écrivent, on dit la dilatation des barres d'un système due aux variations des températures, virgule, a le même effet que les inexactitudes dans la longueur. Je crois on se comprend très bien. Donc la température, la variation des températures dans un système composé des barres, prenons n'importe quel système, a le même effet que les effets de contrainte initiale qu'on a pu décortiquer ici. Ça sera la même chose. Mais seulement, l'erreur ici, on a dit, l'erreur était une erreur de montage, bien sûr, des distances, mais seulement là, l'erreur sera due à la variation des températures et la longueur va varier. C'est la dilatation, bien sûr, de pièces. Alors, on nous dit, considérons une barre à extrémité encastrée. Nous considérons une barre à extrémité encastrée. Nous avons des extrémités, les deux extrémités qui sont encastrées. Alors, avant la variation des températures, à la température TO par exemple, on avait une longueur L. On avait une longueur L. Regardez que nous avons les encastrements. Il faut très bien suivre. Nous avons les encastrements. Et comme principe des encastrements, les encastrements n'admettent pas le déplacement. Les encastrements n'admettent pas les déplacements. Cela veut dire, dans l'encastrement, le déplacement est nul. Le déplacement est nul. Mais regardez que j'ai une barre qui est encastrée de deux côtés, d'une longueur L à une température TO. À une température TO. Après un temps, nous quittons de la température TO vers la température T. Écrivez bien la théorie. Si l'on porte la température de celle-ci de TO à T et que les réactions d'encastrement préviennent toute dilatation thermique, virgule, les contraintes de compression apparaîtront dans la barre et leurs valeurs s'obtiendront par la condition d'invariabilité de la longueur de la barre, soit alpha, les coefficients de dilatation thermique, et sigma, la contrainte de compression produite par la réaction. On détermine sigma, qui est la contrainte, à l'aide de la formule suivante. 2 points. Et là, c'est la théorie. Suivez attentivement la vidéo, vous allez écrire sans problème. Mais seulement, j'explique la théorie ici. Je viens de dire que j'ai une barre qui est encastrée de deux côtés avec une longueur L à la température TO. Supposons TO était égal à 10 degrés Celsius par exemple. Alors, nous portons cette même barre à la température de 38 degrés. Donc, vous allez voir que quitter de 10 vers 38, on aura une variation de 28. Donc, ce qui fait une variation de 28 degrés. Du fait qu'on a une variation de 28, la barre aussi sera sollicitée par une variation de la longueur. Mais du fait que les encastrements n'admettent pas ces mouvements-là, vous allez voir que la barre sera étouffée. La barre sera étouffée et la barre aura tendance à prendre une forme comme ça, mais due à la variation des températures. Là, c'est juste une forme que j'ai donnée, mais ce n'est pas cette forme-là, ça apparaît comme
le flambement en fait. Ça paraît comme le flambement. Mais seulement ça aura tendance à avoir des effets comme ça. Ces effets sont dus à la variation des températures. Alors, ces effets aussi peuvent être visibles ou invisibles, ou non visibles. Si ces effets sont non visibles, c'est-à-dire ces effets ont des contraintes à l'intérieur. Ces effets sont remplacés par des contraintes qui sont produites à l'intérieur. Vous allez voir que les encastrements ne se déplacent pas pour la variation de la longueur et il y a des contraintes thermiques qui se créent à l'intérieur. Alors, on nous dit, supposons que sigma est la contrainte thermique et nous avons aussi un coefficient de dilatation alpha qui est le coefficient de dilatation du matériau. Alors, connaissant sigma et alpha, il y a une valeur qui lie les deux. Il y a une valeur qui lie les deux et nous allons partir de la loi de Hooke. La loi de Hooke qui vous dit la contrainte est proportionnelle à la déformation. Donc, si vous faites la contrainte qui est égale au module de la cécité multiplié par l'allongement unitaire, c'est la loi de Hooke. Or, lorsque nous sommes dans la variation des températures, l'allongement unitaire ici n'est rien d'autre que la variation des températures multiplié par les coefficients de dilatation. Donc, ceci égale à E multiplié par T moins TO, c'est la variation des températures, multiplié par les coefficients de dilatation. Alors, cette contrainte sera égale à E facteur 2 sigma égale à E multiplié par T moins TO alpha. C'est comme ça que la contrainte thermique sera calculée. Ça sera calculé comme ça. Et si vous avez besoin de déterminer l'allongement total de cette barre, ceci ne sera rien d'autre que delta L égale à epsilon multiplié par la longueur. Or, epsilon est là. Donc, ceci sera T moins TO facteur de alpha multiplié par L. Là, c'est l'allongement total de la barre que vous pouvez calculer. Donc, c'est de cette manière que nous allons calculer le contrainte initiale et de contrainte thermique. Je crois on s'arrête par là. Et il y aura les exercices qui seront envoyés, bien sûr, dans le groupe WhatsApp, ou soit vous avez des exercices de résistance des matériaux que vous avez trouvés sur ces éléments ici. Vous pouvez les partager avec les amis dans le groupe, ou soit avec les formateurs principaux, l'administrateur principal du groupe. Et le partage sera, je peux dire, le partage sera d'une personne à l'autre. C'est-à-dire, si vous avez quelque chose, un exercice à résoudre, résistance des matériaux, vous pouvez poser votre exercice et les amis vont vous aider à résoudre ces exercices. Au cas contraire, c'est moi-même qui peux vous aider à résoudre ces exercices. Mais seulement, pour ne pas laisser inaperçu la formule qu'on vient d'exposer, je peux vous proposer un exercice. C'est un exercice simple, l'utilisation juste de formules, et vous allez comprendre comment est-ce que nous allons prendre en compte les coefficients de dilatation, la variation des températures, et ainsi de suite. Alors, vous pouvez prendre l'exercice, c'est un exercice d'application, bien sûr. On dit le rail d'un tramway ont été soudés ensemble à la température de 10 degrés Celsius. Ces rails ont été soudés à la température, c'est ça la température TO initiale de 10 degrés Celsius. Point. Calculer les contraintes développées dans ces rails sous l'action du soleil, virgule, qui portent leur température à 38 degrés. C'est la température, la deuxième température après variation, bien sûr. Point.
les coefficients de dilatation thermique de l'acier étant de 12 fois 10 exposant moins 4. Les coefficients de dilatation thermique pour l'acier 12 fois 10 exposant moins 4. Donc je crois que vous comprenez très bien. Comprenez très bien comment est-ce que l'exercice est composé. Et on nous a dit que le coefficient de dilatation thermique de l'acier, donc le matériau, le rail est composé de l'acier. Et lorsqu'on nous parle de l'acier, automatiquement, vous comprenez, c'est que c'est le module d'élasticité de ces matériaux-là. Donc c'est 21 fois 10 exposant 5 dégâts Newton par centimètre carré. Vous avez les modules d'élasticité comme ça. Alors, on vous demande de calculer la contrainte produite par la variation de ces températures, de cette température-là. Alors, la formule est simple. Vous faites sigma égale à E T moins TO multiplié par alpha. Alpha, c'est la valeur qui est là. T, c'est 38. TO, c'est 10. Et c'est la valeur du module d'élasticité. Et vous allez trouver une contrainte sigma qui aura une valeur que vous aurez à trouver. Donc ça, ce n'est même pas à moi de le faire. Vous pouvez faire les calculs et poser la valeur de la contrainte sans problème. Donc vous avez vu que le rail ont été soudés à une température de 10 degrés, mais il y a eu variation de température. La température est arrivée à 38 degrés. L'acier a un coefficient de dilatation de 12 fois 10, de 10 exposant moins 1. Et comme module d'élasticité, vous avez la valeur, la contrainte, selon la loi de Hooke, bien sûr, et la déformation unitaire est remplacée par ça. À la fin, vous avez une contrainte, et cette contrainte, c'est la contrainte thermique. La contrainte thermique. Je crois que nous avons fini notre chapitre. Nous avons fini le chapitre et on se revoit au prochain chapitre. Je crois que c'est toujours votre formateur Gustave Jani qui vous accompagne dans le programme des Gust Tutoriel. Consultez notre page Facebook Gust Tutoriel, consultez notre chaîne YouTube Gust Tutoriel, allez dans les sites, vous allez découvrir bien de bonnes choses. Partagez les liens partout où vous vous retrouvez dans vos universités, instituts supérieurs. Partagez avec nous vos difficultés. Gust Tutoriel est prêt pour raisonner ensemble avec vous sur certains problèmes que vous avez. Merci beaucoup et on se revoit.